Bon, pour commencer, la bonne nouvelle, c'est que je ne suis pas un avocat, et lui non plus. On parle beaucoup de loi 25 ces temps-ci, pas mal de gens qui sont peut-être un peu tannés. Donc, on va essayer de se concentrer sur les enjeux qui vont peut-être être moins des enjeux de peur légale, l'amende et compagnie, mais vraiment plus des enjeux qui vont être concrets au niveau des opérations marketing particulièrement. Donc, aujourd'hui, c'est pas juste un clickbait, oh, pardon, la présentation est ici, c'est vraiment pourquoi est-ce que la conformité pourrait être un levier de croissance au niveau d'une entreprise. Juste avant de commencer, des petits devoirs. J'ai skippé la présentation. Je pense qu'on a fait une belle job en intro déjà. Mais Exceptio, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme de gestion du consentement ou une CMP dans l'univers technologique qui est maintenant sur beaucoup de sites web. On a quelques chiffres qui recueillent des consentements dans plusieurs législations, dans plusieurs pays. On a la loi 25, mais on a aussi tout ce qui va être le RGPD en Europe, tout ce qui va être le CCPA en Californie. Donc bref, on est un peu partout. Puis on a un bureau maintenant physique au Québec où on s'investit dans le territoire. Absolument, je vais me présenter très rapidement. Donc moi, je suis Antoine Moroviac, je suis consultant Data Tracking Analytics pour Digitad. Donc Digitad, c'est une agence de marketing web numérique digital qui est basée à Paris et à Montréal. Donc on a des bureaux dans la capitale française et à Montréal. On fait également partie du collectif Intégral, donc qui possède 5 agences, donc Digitad et 4 autres agences aussi. Donc l'idée, c'est vraiment d'un collectif qui accompagne nos clients sur l'ensemble du volet marketing, aussi bien sur la partie création de site web, donc SEO, SEM, MN avec Digitad, mais aussi tout le volet ensuite formation, et également réseaux sociaux, etc. Et donc, bien content d'accompagner Maxime sur la portion Loi 25, puisque ça fait aussi partie de mon quotidien. C'est un volet qui est inhérent à la collecte de données. Donc, bien content de vous apporter des clarifications là-dessus aujourd'hui. Et donc justement, comme vous l'entendez, moi je suis un Québécois pur souche, en réalité. Non, je suis français, donc forcément, avant de venir ici, ça fait 1 an et demi que je suis à Montréal. Donc avant de venir sur le territoire canadien, en Europe, voilà, le sujet RGPD, conformité, il était déjà très présent. Donc depuis 2018, donc avec le règlement général sur la protection des données, donc l'équivalent à la loi 25 ici au Québec. Et on le voit depuis 2018 et jusqu'à maintenant 2024 encore avec le sujet des applications mobiles, c'est un règlement qui prend de plus en plus d'ampleur. Et donc l'Europe en priorité d'ailleurs est très contraignante en fait là-dessus, et donc on va le voir sur donc Maxime vous en dira plus tantôt. C'est quelque chose qui s'est répliqué aussi du coup sur le volet québécois avec la loi 25, mais aussi sur l'ensemble des réglementations, et on va le voir. Je pense que l'Europe, c'est un peu le bon exemple en fait où, où on est au maximum de la contraignance en termes de conformité, et finalement c'est aussi le bon cas d'étude sur lequel on peut se baser pour voir qu'est-ce qui s'en vient ici et qu'est-ce qu'on peut déjà mettre en place de manière proactive pour s'assurer d'être conforme au fur et à mesure. D'ailleurs, souvent, quand on parle de conformité, loi 25, on va passer beaucoup à la fameuse bannière cookies sur le web. Mais comme Antoine l'a dénoté, il y a la CNIL en France, qui est un peu l'équivalent de la CAI au Québec, qui met énormément d'emphase sur la conformité mobile. Donc, si vous avez une application mobile, sachez que c'est aussi quelque chose qui s'en vient. Il y a même un cas où Apple s'est pris 150 millions d'amendes en euros. 150 millions d'euros en amende il y a 2 semaines environ. Fait que c'est quelque chose sur lequel les Français ne niaisent pas, on va dire. Donc bref, comme Antoine l'a mentionné, c'est un peu comme une boule de cristal. Le fait que ça s'est passé en certaines étapes en Europe, c'est un peu un cadre que ça nous donne de qu'est-ce qui peut s'en venir ici. Puis à date, les étapes, comment ils se sont produits, c'est exactement ce qui se passe. Non seulement on a copié le code de loi, mais on a aussi copié la réaction à la législation. Oups. On va y aller ici. Donc, en 2023, c'est là qu'on a vu le consentement explicite au niveau des cookies. Évidemment, en 2024, où on doit pouvoir avoir la portabilité des données. Donc, moi, si je suis un consommateur puis je veux savoir qu'est-ce que entreprise X a sur moi, je dois être en mesure de fournir l'information puis de la supprimer si besoin. Puis, on a quelques petites prédictions sur qu'est-ce qu'on a vu en Europe qui s'accélère tranquillement ici au Canada. Absolument, on en parlera plus en détail après, mais il y a tout le volet justement de consent mode. Je pense que c'est des sujets que vous avez entendu parler là, notamment au niveau de Google et de Microsoft plus récemment. Mais voilà, il y a beaucoup de sujets en fait sur ce moment où en fait les plateformes aussi avec lesquelles vous travaillez au quotidien vont vouloir se mettre en conformité avec ces réglementations. Donc on l'a vu en Europe, si je pense au Digital Market Act par exemple, c'est là un programme qui a été monté au niveau européen, et on a des choses similaires qui s'en viennent aussi côté québécois. Donc on s'en parlera tout à l'heure, mais en effet c'est des sujets essentiels.
Donc bref, là, malheureusement, je pense qu'on est dans un PDF, fait que c'était comme une petite claque. C'est un combat de claques, puis le monde se prenne des gifs à droite à gauche. Donc ce qui s'en vient essentiellement, c'est vraiment la claque. Ce que ça veut dire concrètement, c'est que c'est un enjeu qui n'est pas juste localisé au Québec. L'expansion globale des lois sur la vie privée, c'est un enjeu qui est international. En tant que consommateur, si moi je vais sur un magasin de souliers, magasiner une paire de souliers, puis que 2 jours après, elle me suit sur Instagram, pas de dupe non plus. Je le sais que c'est ce qui me suit. Il y a des traceurs. Je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, mais on fait le lien assez rapidement. Donc, les pressions de consommateurs ont poussé les divers gouvernements à travers le monde à mettre en place des mesures, des législations qui vont forcer les entreprises à justement être plus transparents sur comment ils font la collecte de la donnée, puis comment ils utilisent la donnée aussi. Absolument, il y a aussi, et par rapport à ce sujet en fait, de conformité, donc comme le disait très justement Maxime, il y a les entreprises et les annonceurs donc en général qui vont devoir se mettre en conformité par rapport à ça, mais évidemment les Google, les Apple, les Amazon de ce monde font aussi partie de ces annonceurs et surtout de ces entreprises-là qui collectent énormément de données de par la publicité qu'on fait avec eux, etc. etc. Et en fait, justement, le Google Consent Mode V2, c'est une des technologies que j'appellerais plus même un protocole en fait, qui existe entre les annonceurs et en l'occurrence ici Google, qui sont le fait que ces entités, en fait, ces GAFAM qui ont aussi besoin d'être conformes à la loi 25 et au RGPD globalement, vont finalement dédouaner aussi un petit peu de leur responsabilité aux annonceurs directement. C'est-à-dire que concrètement, hier, vous faisiez de la publicité sur Google Ads, par exemple, de manière tout à fait normale, et demain, vous allez devoir faire cette même publicité, mais en envoyant aussi aux plateformes des signaux de consentement associés aux données que vous partagez. Donc l'idée de ça, c'est que Google, en l'occurrence, quand il va recevoir une donnée et que concrètement, vous l'avez dit, cette donnée, elle est conforme, etc., il va pouvoir l'exploiter en toute sécurité de son bord. Et donc lui, ça le dédouane aussi un petit peu de cette responsabilité, et donc il vous redonne ce sujet-là. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles mettre en place des CMP, c'est évidemment pertinent pour vous protéger, éviter les amendes, donner aussi une bonne image de marque à vos clients, etc. Une bonne image et puis être tout simplement conforme par rapport aux données de vos utilisateurs, mais c'est aussi nécessaire pour vos partenaires d'affaires finalement, que sont ces plateformes, pour leur transmettre ces signaux-là, les partager et pouvoir continuer à faire fonctionner votre écosystème publicitaire analytique. Donc on en parlera encore une fois tout à l'heure, plus en détail, mais voilà, c'est le type de protocole qui vont se développer et donc aujourd'hui, je pense que Maxime, là, tu vas pouvoir justement nous passer la slide pour les éléments suivants. On a aussi donc Google qui est en place, mais on a évidemment Microsoft et l'ensemble des GAFAM, comme vous voyez à l'écran, qui sont aussi des potentielles autres entités, où demain, on va avoir cet équivalent du Google Consent Mode. Aujourd'hui, on a le Microsoft Consent Mode qui est sorti récemment. On pourrait potentiellement en voir demain d'autres, qui seraient donc des protocoles créés par ces entités pour justement se protéger d'une manière et dédouaner la responsabilité de la confidentialité, de la conformité des données aux annonceurs qui travaillent avec eux. Donc ça, c'est des choses aussi qui s'en viennent, c'est des équivalents qui s'en viennent. Évidemment, ça demande du travail, ça demande de l'implémentation. Des CMP comme Acceptio permettent de le faire nativement aujourd'hui pour Google et Microsoft. Mais évidemment, demain, avec l'ensemble des nouveaux protocoles, c'est des choses qu'il faut continuer à mettre à jour. Donc forcément qu'avoir une CMP robuste à ce niveau-là, c'est évidemment essentiel et rester quand même aussi à jour de ces sujets-là côté tracking. Et côté tracking, on s'en parlera justement dans quelques minutes. Puis juste pour faire du pouce sur ton sujet, Antoine, on est en discussion évidemment de notre proximité avec Google, avec des gens là-bas. Je ne suis pas ici pour dire quoi faire, mais on commence de plus en plus à voir des clients qui, par exemple, auraient des prospects ou des clients qui auraient une mauvaise conformité, qui mettent en péril la conformité de Google. Donc, si moi, je suis entreprise ABC, puis que je ne suis pas conforme, c'est Google qui est à risque. Puis Google, pour lui, l'amende est pas mal plus salée que la PME moyenne. Ce que ça veut dire, c'est que Google n'a pas d'avantage à continuer le service avec vous parce que vous le mettez en péril. Puis on voit des comptes Google Ads qui sont bloqués pendant 2 semaines. Puis justement, encore une fois, sans vous dire quoi faire, les mathématiques sont assez faciles à voir que si on a l'acquisition qui se passe au niveau du Google Ads, c'est du revenu qu'on perd concrètement pour un foutu script en bas de sa page. Fait que c'est c'est de faire la mathématique, de voir qu'est-ce qui va me coûter le plus, qu'est-ce qui va être le plus pertinent pour mon entreprise, puis si mes canaux d'acquisition dépendent des médias payants. Absolument, et puis sachez que pour Google, vraiment pour finir là-dessus, on sait aujourd'hui qu'en Europe, depuis mars 2024 à peu près, si le fameux Google Consent Mode n'est pas en place, c'est aussi potentiellement des fonctionnalités de la plateforme qui sont perdues. Donc comme le disait justement Maxime, c'est que Google, évidemment, ça va l'impacter, et lui, pour un petit peu vous repartager cet impact-là qui est négatif et que vous lui transmettez sans le vouloir, il va potentiellement bloquer certaines fonctionnalités. Donc comme le disait Maxime, pour vous, c'est une perte de revenus ou une perte j'ai envie de dire, de granularité des données ou de performance, de levier performance là-dessus. Donc évidemment, c'est central quand même de mettre en place ce type de mécanique.
Donc, en bref, en tant que professionnel du numérique, du marketing, notre mission, pour éviter ces impacts-là, bien, essentiellement, c'est d'être le plus transparent possible. On le voit statistiquement que la carte transparence, c'est ce qui fonctionne le mieux auprès du consommateur. Puis de, dans le fond, donner ou offrir une expérience qui est la plus transparente, puis en connaissance de cause pour la personne qui va accepter, refuser ou personnaliser, dans certains cas, ses préférences au niveau du traçage. Donc, bref, maintenant qu'on sait qu'il y a pas mal d'enjeux qui découlent de ces fameux sujets-là, il faut tomber dans le concret. Il faut tomber autour de dans la viande autour de l'os. Toi, Antoine, dans ton quotidien, comment est-ce que tu vois l'opportunité de transformer cette fameuse contrainte-là de la loi 25 qui nous fait pas nécessairement peur, mais c'est un peu un petit nuage gris d'incompréhension. Il n'est pas hyper sexy. Non, c'est clair, c'est un sujet qu'on a au quotidien avec nos clients, puisque, comme on se le disait avant, avoir une CMP, être conforme, mettre en place le Google Consent Mode V2, etc., c'est les premiers sujets. Mais évidemment, après, il y a le sujet de « OK, j'ai mis ma CMP en place ». On ne va pas se le cacher, une CMP, là, ça fait que la personne, si elle ne donne pas son consentement, on ne collecte aucune donnée, si c'est bien mis en place. Et donc, par définition, c'est de la donnée qui est perdue directement. Et on va le voir après, c'est des pertes qui peuvent aller jusqu'à 80% de vos données. Donc évidemment, c'est une perte qui est immense. Et spoiler alert, il y a évidemment des méthodes, des mécaniques pour aller contrer ça, reconstituer de la donnée et aussi améliorer la qualité des données que vous allez collecter. Donc, pour récapituler ce sujet-là, en fait, l'idée, c'est vraiment d'être conforme aussi, mais surtout performant. Et donc, la première étape par rapport à ça, c'est donc évidemment de mettre en place sa CMP avec un bon outil, comme Acceptio par exemple, pour aller chercher justement des consentements correctement collectés et un conditionnement efficace de vos suivis aussi. Donc c'est l'idée, c'est vraiment que vos consentements soient associés, plutôt que vos suivis soient associés à vos consentements de manière correcte et transparente. L'idée, c'est aussi de mettre en place ces fameux protocoles tiers, comme dit le Google Consent Mode V2, le Microsoft Consent Mode et potentiellement à l'avenir d'autres protocoles de ce type avec d'autres plateformes. Et ensuite, l'idée, c'est vraiment d'être proactif par rapport à ça. C'est-à-dire de se dire, je sais que je vais mettre en place mon bandeau cookie et je vais perdre potentiellement 50, 60, 80% de mes données. On va essayer donc de limiter au maximum cette perte de données en mettant en place aussi des leviers qui vont contrebalancer cette perte. On s'en parla tout à l'heure. Il y a des sujets donc évidemment d'optimisation du bandeau cookie. Il y a des sujets de revue du tracking, potentiellement du suivi avancé des conversions, des éléments liés au server-side. Voilà, c'est des technologies et des termes un petit peu ambigus pour l'instant, mais c'est des technologies qui permettent vraiment de reconstituer cette donnée qui est perdue initialement via des mécaniques, encore une fois, tout à fait légales et qui ont vraiment pour objectif d'améliorer la vie en fait, et le quotidien des marketeurs comme nous. Et donc de venir vraiment en proaction de cette perte-là en disant je vais perdre ma donnée, mais en parallèle, je vais mettre aussi des actions liées au suivi de mes performances, au suivi de mes conversions, au tracking, pour limiter cette perte au maximum. Et c'est des choses qu'on va voir justement tantôt. Donc, un petit peu une shameless plug, mais bref, peu importe la technologie avec laquelle vous travaillez, la CMP, c'est un peu la seule source de vérité maintenant qu'on a à ce jour, parce que légalement, sur un site web, c'est la première chose qui doit charger. Donc, il y a plusieurs sujets autour de la CMP au niveau du web, particulièrement sur l'expérience utilisateur. Évidemment, il y a plusieurs façons de mettre en place une CMP, que ce soit justement un mur de consentement ou consent wall, qui va vraiment limiter la navigation jusqu'à temps que l'utilisateur fasse un choix. C'est sûr que ça peut être dangereux parce que si on bloque le choix, il y a certains utilisateurs qui vont peut-être décider de ne pas faire de choix, puis sortir du site web, donc qui vont bouncer en guillemets. Donc si par exemple je suis sur une publicité Instagram, je trouve que le produit est intéressant, je clique dessus, mais la première chose que je vois, c'est un gros mur de consentement qui me limite pour voir ma dite paire de souliers. Donc c'est un peu limitant, donc c'est à prendre avec un grain de sel. Il y a des options pour En fait, il y a des façons de scénariser le tout. Il y a le fameux, en deuxième, le footer. Souvent, c'est pas quelque chose qu'on va nécessairement recommander parce que comme j'ai dit, la transparence, c'est une grosse emphase sur l'optimisation ou la personnalisation de la CMP. Puis le footer, souvent, est perçu comme on n'est pas trop certain en tant que consommateur où est-ce que notre donnée s'en va. Puis plus c'est petit, plus le consommateur a l'impression de s'en faire passer une petite vite. C'est comme l'aspect un peu trop légal, contractuel. Le langage est trop dans le jargon compliqué. Donc, le but, c'est vraiment de simplifier la chose. Puis, Acceptio, on est quand même sur 80 000 sites web à travers le monde. Maintenant, en fait, on a une récente acquisition qui nous montre le chiffre encore plus, mais on voit que statistiquement, plus on est dans la phase du consommateur, puis qu'on est également transparent avec un message qui est compréhensible, c'est ce qui pousse les taux d'acceptation vers le haut, donc le fameux taux de consentement.
Absolument, et justement par rapport à ça, donc je sais Maxime que le sujet Consentful, voilà, c'est des échanges qu'on a souvent avec les équipes d'Acceptio. Il y a forcément le volet user, on s'en parlait, le volet internaute, et puis derrière le volet collecte de données. Et c'est vrai que nous, en tant que marketeur, on a forcément envie de pousser le Consentful pour des raisons de collecte de données. C'est justement un des leviers dont on se parlait avant pour venir améliorer la performance de la collecte, en fait, tout simplement, puisque un consent ça veut dire une interaction obligatoire de l'internaute. Pas forcément une acceptation, mais une interaction obligatoire. Ce qui fait que mathématiquement, il y a plus de chances en fait, d'aller collecter des consentements positifs. Et justement, par rapport à ça, il y a 3 taux que j'aime bien analyser et en fait, qui sont le cœur de nos échanges avec nos clients. C'est dans un premier temps le taux d'interaction. Donc c'est ce que je disais à l'instant, c'est finalement le volume de personnes qui interagissent avec le bandeau cookie. Le taux de consentement, c'est le taux d'internautes qui ont donné leur consentement après avoir interagi avec. Donc, imaginons que demain, on a un widget qui s'ouvre en bas à gauche ou en bas à droite de votre écran. L'internaute n'est pas obligé d'interagir avec ce bandeau. Donc, par définition, le taux d'interaction de votre bandeau ne sera pas de 100%. Et donc, le taux de consentement est là une valeur intéressante. Et on a du coup le taux d'opt-in. Donc, ça, c'est vraiment pour moi la métrique qui est centrale et c'est celle sur laquelle on échange avec nos clients. C'est finalement le taux de consentement fois le taux d'interaction. En d'autres termes, c'est le pourcentage de consentement versus le nombre total d'internautes. Donc, si on prend un widget, c'est vraiment les gens qui ont interagi avec le bandeau, enfin qui ont donné leur consentement versus le nombre total des internautes. Donc ceux qui ont interagi et non interagi. Donc c'est vraiment la valeur pour moi qui est clé et qui vous donne finalement le vrai chiffre en fait de collecte de données ou de perte de données aussi. Imaginons que vous ayez un taux d'opt-in de 40%, ça veut dire que vous perdez 60% de vos données. Vous en gagnez 40, vous en perdez 60. Et donc pour moi, c'est vraiment le taux essentiel. Et donc sur un consentful, on s'en parlait tantôt, le taux d'interaction est théoriquement de 100%. Et donc forcément, derrière, le taux de consentement et les taux d'opt-in sont plus élevés. Et donc ça, c'est un des leviers qu'on va vouloir mettre en place. Et donc bien comprendre ces taux, c'est vraiment important parce que, avec Acceptio, on a la chance d'avoir l'ensemble de ces taux à disposition, mais ce n'est pas le cas pour toutes les CMP. Et qui plus est, toutes les CMP, enfin les différentes CMP du marché n'ont pas non plus les mêmes termes. Certains vont parler de taux de consentement, mais en fait, c'est le taux d'opt-in ou inversement. Et en fait, on se rend compte que des fois, le discours, il est décorrélé parce qu'on a des clients qui nous disent « Moi, j'ai un taux de consentement de 80%. » Et en fait, moi dans ma tête, je pense taux d'opt-in et je lui dis, mais en fait, votre taux de consentement, il peut être de 80%, mais potentiellement qu'il est basé sur 5 visiteurs parmi 100 visiteurs au total. Donc, je vous laisserai après faire vos calculs de votre bord et pour cette mécanique-là, mais l'idée, c'est vraiment de comprendre que le taux d'opt-in, pour moi, c'est la métrique essentielle, et donc c'est celle qu'on va vouloir monitorer au fur et à mesure pour faire aussi de cette métrique-là une métrique de performance liée à votre CMP et pas juste une métrique parmi tant d'autres. Et donc justement, chez Digitad, on a eu l'occasion de faire plusieurs A/B tests par rapport à ça. Donc là, on va vous en présenter 3. On a eu l'occasion de faire plusieurs dizaines d'A/B tests avec nos clients. Donc c'est vraiment de mettre 2 bandeaux, 2 CMP, enfin une CMP Acceptio, mais 2 bandeaux spécifiques l'un à côté de l'autre. Donc 50% des visiteurs voient la version A, 50% voient la version B. Et donc, on a fait plusieurs tests pour vraiment valider ce que je viens de vous dire et s'assurer qu'en fait, les discours qu'on a avec nos clients, ils sont concrets, ils sont basés sur la donnée. Et c'est ce qu'on veut. Et par exemple, ici, donc, le cas Régent Goyette, c'est un de nos clients qu'on a pu donc, accompagner sur le volet CMP. Et lui, le test qu'on a réalisé, c'était un consentful versus un widget. Parce que comme 80% des clients, le consentful, c'est perçu comme frustrant, bloquant pour l'utilisateur, et c'est totalement compréhensible. On a dit, écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester, on va faire ça, en fait, on va faire un test. On va mettre en place le consentful pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. De l'autre côté, on va mettre le widget. Les deux vont être pondérés, c'est-à-dire qu'en fait, ils vont être partagés, comme dit, à 50% des gens et la version B à 50% des autres personnes. Donc, on aura vraiment un test qui sera égalitaire. Et donc, on va voir les résultats en termes de taux d'opt-in. Et donc, ce qu'on a pu observer, c'est que le consentful, il a généré plus 15% de taux d'opt-in que le widget. Donc concrètement, c'est comme si vous aviez gagné plus 15% de données brutes globales au niveau de vos outils, donc analytiques, publicitaires, etc. Donc plus de données, c'est un apprentissage plus rapide, une possibilité de nourrir plus rapidement vos algorithmes publicitaires, davantage de données et d'analyses pour prendre des choix et des bonnes décisions marketing. Donc l'idée, c'est vraiment de se dire, il y a la portion utilisateur, et il y a la portion donnée. Donc oui, il ne faut pas frustrer les internautes. Par contre, je pense qu'il faut toujours garder en tête le pourquoi on met en place des actions marketing. C'est pour collecter des données, faire des hypothèses sur ces données, réaliser des tests et itérer constamment. Et donc, je pense qu'entre ces deux modèles, le consentful, bien qu'il ait quelques points négatifs, soit quand même la meilleure pratique aujourd'hui pour s'assurer déjà d'avoir le taux d'opt-in maximum par rapport à l'interaction et de s'assurer déjà de pouvoir ensuite activer d'autres leviers comme les textes, les images, etc. Mais de savoir qu'on a déjà en termes d'apparition la meilleure méthode aujourd'hui.
Donc ça, c'est le premier use case qu'on a réalisé au niveau de Digitad avec Régent Goyette. On a ensuite le deuxième use case qui a été Toiture Unix, donc un autre de nos clients. Donc là, le test, il était simple. On avait un client qui nous a dit le bandeau cookie, donc on l'a mis en consent wall, le consent wall met trop de temps à se charger. Donc en gros, potentiellement, mes internautes vont changer de page, vont quitter le site, etc. Donc je veux qu'il soit chargé le plus vite possible quand la personne arrive sur le site. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis ce temps d'apparition à 0 secondes. Donc en gros, le site se charge, dès qu'il a fini de charger, la CMP arrive, l'internaute est confronté à ça. Là où avant, on était plus sur un chargement de 2 à 3 secondes en moyenne. Et donc dans la tête du client, l'objectif c'était d'avoir le bandeau donc, qui s'affiche le plus vite possible et d'avoir le plus vite possible une réponse positive de la part de l'internaute. Et justement, ce qu'on s'est rendu compte, et d'après les tests qu'on a fait, donc basés sur les données encore une fois, on se rend compte qu'en fait cette méthode-là a impacté de moins 11% le taux d'opt-in, donc ce qui induit qu'au final l'internaute ça l'a encore plus frustré que déjà juste d'avoir un consent wall. Là il a vraiment senti la frustration, et donc potentiellement ici ça a été une perte de moins 11% de données brutes. Par contre, on a eu un plus 5% de taux de consentement. Donc là, avant, je parlais des différentes statistiques. Donc en gros, par rapport à ça, les gens ont davantage donné leur consentement quand ils ont vu le pop-up. Mais il y a eu beaucoup moins de gens qui ont finalement interagi avec. C'est aussi potentiellement dû, vu que le bandeau se charge très rapidement, il peut y avoir justement d'autres éléments au niveau du site qui ont bloqué son apparition ou qui ont généré des erreurs à ce niveau-là. Mais en gros, l'idée, c'est vraiment de se dire que le bandeau qui s'affiche dès que la personne arrive sur le site, c'est pas la meilleure pratique, et l'idée, c'est quand même d'attendre un certain délai. Et on en parlait tout à l'heure, il y a aussi d'autres éléments dont il faut tenir compte. C'est par exemple vos autres bandeaux marketing, que ce soit des bandeaux promotionnels, que ce soit des bandeaux d'infolettres, etc., etc. Il y a tout en fait une timeline à créer de votre board, de savoir qui se déclenche quand, et de se dire, OK, comment est-ce que je fais pour maximiser ça, ne pas frustrer l'internaute et s'assurer d'avoir le customer journey le plus fluide possible. Donc ça, c'était le deuxième use case. Et on a maintenant le dernier cas d'étude qui était, j'ai envie de dire, un A/B test assez simple, mais qui a été quand même assez intéressant. C'est concrètement un même bandeau cookie, donc toujours en consent wall, encore une fois, on part sur cette base-là maintenant, et on est venu générer un bandeau cookie donc avec des couleurs, j'ai envie de dire classiques, donc avec un bouton noir, du texte noir, etc. Et une autre version davantage colorée, donc ici en rose en l'occurrence, enfin on ne le voit pas ici, mais elle était en rose en l'occurrence, afin de voir si une version colorée, donc potentiellement plus visible par l'internaute, ou en tout cas qui attrait davantage l'œil et la psychologie humaine, allait davantage générer un taux d'opt-in supérieur à la version noire et blanche. Et donc ce qu'on s'est rendu compte, c'est que la version colorée a généré en effet un tout petit peu plus d'interaction, donc ici plus 5%, et plus 3% de taux d'opt-in, surtout sur mobile. Donc ce qu'on retient ici, c'est que concrètement, la couleur, et au vu des statistiques, c'est un élément évidemment pertinent. Je vous conseille évidemment de mettre des couleurs, des typographies, des logos aux images de vos entreprises. Mais ce que je veux dire, c'est que visiblement ici, ce n'était pas le critère essentiel pour qu'un internaute donne davantage son consentement ou non, versus le fait par exemple de passer du widget au consent wall. Donc évidemment à conserver comme bonne pratique, mais il faut dire que ce n'est pas le plus gros levier sur lequel vous allez pouvoir agir. Et donc concrètement, on a ici en fait le résumé très simple, et je vais laisser Maxime d'ailleurs l'introduire au niveau des éléments finalement qui influencent au maximum l'amélioration du taux d'opt-in. Donc, essentiellement, ce qu'on dit, c'est que, comme dans n'importe quoi, surtout en marketing, maintenant, on a des profils de personnes qui sont, oui, créatifs, mais on est beaucoup drivé par la donnée. Puis on se rend compte qu'il y a 4 grands éléments qui vont vraiment faire bouger les statistiques, soit à la hausse, soit à la baisse. Essentiellement, tout ce qui va être le ton, le texte, comme je l'ai mentionné plus tôt. Quand ça a l'air d'un jargon légal, puis qu'on ne comprend pas trop, ça crée de la confusion, donc ça crée comme une barrière de friction avec l'utilisateur. Les couleurs, comme l'exemple d'Antoine, on s'entend que justement quand ça pique l'œil, on a plus tendance à interagir. Fun fact, récemment, j'ai vu une bannière en fait qui était sous un dark pattern, comme on va dire en Europe. Puis en fond, c'était un bouton refusé, une boîte noire avec un texte noir. Donc essentiellement, si tu ne savais pas qu'il était là, tu ne pouvais pas refuser. Le temps d'apparition également. Essayer de scénariser, surtout comme on parlait, puis on va pouvoir la voir sur la prochaine slide, les différentes bannières qu'on a. Ben, quand ça arrive tout en même temps, ton infolette, ta géolocalisation, ton chatbot, bref, les 10 milliards de pop-up qu'on a maintenant, il faut être capable de les aligner pour que on n'ait pas une expérience frustrante en tant qu'utilisateur. Puis le bon vieux mur de consentement. Absolument, et puis aussi, juste pour finir là-dessus, est-ce que tu peux juste revenir sur la slide d'avant, Maxime ?
Par rapport justement au texte, c'est ça. Le sujet aussi par rapport au texte, et c'est des tests aussi qu'on a fait, qu'on ne vous a pas présenté aujourd'hui, mais le sujet des textes, il est aussi essentiel parce qu'on s'est rendu compte que c'était un des biais, par contre, qui jouait beaucoup sur les taux d'opt-in. Donc avant, on a vu que les couleurs, c'était pas tant quelque chose d'essentiel. Par contre, les textes, visiblement, et comme le disait très justement Maxime, entre un texte très légal et peut-être complexe à comprendre, ou versus un texte au contraire qui donne justement envie d'interagir et de déjà en fait connaître la marque. Et c'est un premier d'ailleurs discours avec la marque qu'on génère. Ou d'ailleurs à l'inverse, en fait, un texte humoristique sur un site. Par exemple d'avocat, c'est peut-être pas les meilleurs textes non plus. Donc l'idée du texte, c'est vraiment de se dire, ok, je vais mettre un texte qui fait écho à mon image et à mon industrie, à ma typologie d'entreprise. Et en fait, concrètement, l'idée, c'est de se mettre aussi en face de ses cibles, comme vous le faites pour des infolettes, comme vous le faites pour n'importe quel contenu marketing. L'idée, c'est de se dire que le texte a une portée évidemment légale, essentielle, mais il y a aussi un premier discours que vous créez avec vos cibles et à quel point vous pouvez aller loin là-dessus en ayant le discours le plus proche de vos cibles finales, qui vont donc forcément les influencer pour donner leur consentement. Donc je vais juste finir là-dessus, mais c'est vraiment quelque chose à prendre en compte et donc à améliorer là-dessus. Maintenant, un petit point sur en fait, 2 enjeux. Premièrement, l'expérience utilisateur, comme pour terminer. Comme on l'a mentionné, beaucoup de nouveaux pop-up qui s'inscrivent à travers le temps sur le web. On revient quasiment en 2005 où on avait des publicités qu'on pouvait ou ne pouvait pas fermer, dépendamment de sur quel type de publicité on apparaissait. Mais il y a une certaine friction que ça vient causer d'avoir plusieurs pop-up comme ça. Il y a tout ce qui va être l'importance de bien calibrer son site web au niveau de la performance. Quand je parle performance, c'est justement la vitesse de chargement, parce qu'évidemment, ça peut avoir des impacts qui sont plus larges que juste la navigation. Il y a certains index plutôt, qui ont été développés par Google, notamment l'indice INP des Core Web Vitals pour les plus techniques d'entre nous. Ce que ça veut dire concrètement, le Core Web Vitals INP, c'est dans le fond le temps que ça va prendre pour charger la prochaine itération de ton site web. Donc, plus ça, c'est lent parce que tu as une CMP qui est peut-être un peu plus lente avec tes autres pop-up, bien, ça peut réduire le temps de chargement. Puis, Google va pointer ton site web du doigt en disant « OK, ça là, il est peut-être un peu lent, on va peut-être le descendre sur les moteurs de recherche. » Donc, ça a des impacts sur ton SEO. Donc, on ne parle pas juste de taux de conversion sur le site web en soi, c'est dans l'univers marketing un peu plus large que ça peut avoir des conséquences assez drastiques. Puis, ce n'est pas juste chez les gros joueurs, c'est en fait sur l'ensemble du spectre des entreprises, c'est des conséquences qu'on voit assez souvent. Puis, généralement, ce n'est pas quelque chose qu'on va nécessairement mettre le doigt sur le bobo en premier, parce que la CMP, c'est peut-être pas la première chose qui va nous venir en tête quand on va penser au SEO. On va essayer d'aller voir tous nos backlinks, c'est quoi le problème. Mais souvent, ça peut être reporté à la CMP, malheureusement. Pardon, petit problème de clicker. Donc, bref, maintenant qu'on a parlé un peu plus de l'utilisateur, on était plus centré sur l'utilisateur au début de la présentation. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour optimiser au niveau de la collecte, maintenant qu'on a fluidifié le tout? Absolument, c'est une très bonne question. Et donc cet écran un petit peu complexe avec beaucoup de texte, je vous invite à le prendre d'ailleurs en photo si vous avez votre téléphone sous la main. Mais l'idée, c'est vraiment de vous synthétiser ça. C'est qu'en fait, je le disais avant, le bandeau cookie, la CMP, le bandeau de conformité induit forcément une perte de données. Et donc l'idée, c'est qu'en plus, avec le temps, il y a plusieurs raisons qui vont induire des pertes de données. Donc la première, c'est les protections gouvernementales évidentes. Demander un consentement pour suivre un internaute implique donc de perdre une partie de son trafic et de ses données. Mais par contre, on a aussi d'autres biais qui vont induire de la perte de données aujourd'hui. C'est peut-être des biais que vous connaissez moins, ou en tout cas dont vous avez moins entendu parler. Par contre, c'est des biais qui sont réels, qui sont déjà présents, qui ne se limitent pas à la portion CMP, mais qui vont vraiment impacter l'ensemble de vos données en général par rapport au suivi des performances. Et donc là, on a 2 biais spécifiques. C'est tout d'abord les limites que j'appellerais techniques et technologiques. Concrètement, c'est vos navigateurs et également l'obsolescence progressive de technologies de suivi historiques. Donc pour les plus techniques d'entre vous, on parle des cookies tiers, on parle de ce genre de choses, donc qui étaient initialement des outils utilisés pour créer de l'audience, pour récolter de l'info de la part de vos partenaires d'affaires que sont Meta et l'ensemble des autres GAFAM, etc.
Mais on parle aussi du coup du suivi marketing, des potentiels suivi marketing aujourd'hui qui vont être bloqués par les navigateurs directement. Je pense notamment à Safari, je pense notamment à Brave, à ce type de navigateurs qui vont limiter au maximum les suivis marketing parce que c'est ce qu'ils vendent à leurs internautes. C'est pour ça que les gens naviguent avec eux, c'est parce que les suivis marketing sont limités et c'est concrètement une confidentialité améliorée de leur bord. Et il y a le dernier point, c'est le comportement des internautes directement. Donc moi, Maxime, vous allez sur les sites et vous avez potentiellement des comportements différents en termes de bandeaux cookies. Vous avez potentiellement toujours envie de donner votre consentement pour passer vite la CMP et continuer votre navigation. Ou au contraire, vous détestez ça et vous cliquez tout de suite sur refuser, sauf en effet si le texte est en noir sur un fond noir. Mais voilà, donc chacun a ses habitudes de consommation, je sais pas ce qu'on va dire, ses habitudes de navigation, pardon, par rapport à ça. Et surtout, il y a un dernier point qui est central, c'est qu'aujourd'hui, vous utilisez aussi potentiellement tous, je pense, le pire c'est dans le marketing. On utilise tous des adblockers, des bloqueurs de publicité, parce qu'on n'aime pas la publicité. C'est embêtant, c'est ennuyant, et on veut au maximum la limiter. Et donc concrètement aujourd'hui, au Québec, au Canada, on a 30% des internautes qui utilisent un bloqueur de publicité. Donc concrètement, 30% de vos internautes, en fonction de leur support, encore une fois, desktop, mobile, etc., induisent une perte de données directe. C'est-à-dire que même s'ils ont donné un consentement, vous êtes donc légitime pour collecter cette donnée, mais parce qu'ils ont également un bloqueur de publicité, vous n'allez finalement collecter aucune donnée. Et donc aujourd'hui, l'ensemble de ces raisons, donc protection gouvernementale, limites techniques et technologiques, comportement des internautes, peut induire jusqu'à 80% de perte de données. Donc évidemment, vous le voyez, le plus gros pan en fait, de perte de données, c'est évidemment la loi 25, le RGPD, etc. Donc c'est le premier levier sur lequel on va vouloir tirer pour améliorer ça et justement réduire au maximum cette perte de données. Et ensuite, on a le volet donc navigateur et adblocker. Et la bonne nouvelle par rapport à ça, c'est qu'il existe des solutions donc 100% légales, technologiques, mais encore une fois 100% légales, qui respectent toujours la conformité de l'internaute, qui permettent de reconstituer en partie ces données perdues. Donc évidemment, on n'observera plus jamais 100% des données dans les différents outils qu'on utilise. Par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'on va pouvoir réduire cette perte de données qui est actuellement potentiellement donc 20% de données restantes à potentiellement un 50-60% de données restantes grâce aux différentes méthodes qui existent. Et donc justement, ces méthodes-là, elles vont inclure des sujets comme le server-side, suivi avancé des conversions, etc. Et ce qui est aussi essentiel, donc nous, ce qu'on a fait chez Digitat, c'est qu'on a créé une méthode donc en 5 étapes clés, concrètement, pour justement répondre à ce problème-là. Donc là, les méthodes, elles sont très simples. Il y a une phase d'audit, une phase d'implémentation, une phase de consentement. Tout ce qui va être ensuite lié à la documentation et à la visualisation. Concrètement, l'idée de cette méthode-là, en fait, c'est juste de voir la CMP comme partie prenante d'un système beaucoup plus complet qui est votre suivi des performances. Et quand on parle de suivi des performances, ce n'est pas juste suivre des conversions sur Google Ads, c'est d'envoyer aux outils l'ensemble des bonnes données liées à vos objectifs d'affaires, liées aux différentes valeurs qui font écho en fait à votre quotidien, soit votre CA, vos marges, etc., etc., pour vous assurer demain que les outils publicitaires qui investissent votre budget l'investissent de la manière la plus efficiente possible et la plus alignée possible avec vos objectifs d'affaires. Et donc par rapport à ça, l'idée c'est vraiment de voir donc cette CMP, ce consentement global, la loi 25 dans un système plus global. Donc les sujets qu'on va traiter là aujourd'hui, c'est vraiment le sujet d'implémentation et le sujet de consentement qu'on a vu tantôt. Et donc cette méthode-là, l'idée c'est vraiment de l'appliquer pour se dire, ok, je démarre par le commencement tout simplement, et je vais jusqu'au bout de la chaîne de la manière la plus logique et la manière la plus chronologique possible par rapport à ça. Et donc justement par rapport à l'implémentation, donc il y a des sujets comme le tracking, etc., le server-side, le suivi avancé des conversions dont on va se parler tout de suite, qui permettent en partie de récupérer jusqu'à 40% de données par rapport au volet implémentation. Donc si on reprend le graphique dans le sens inverse, on part de vos données initiales et on remonte la chaîne, et donc on peut finalement voir son volume de données connectées final beaucoup plus élevé que ce que vous aviez avant. Donc évidemment ce graphique il est théorique, il dépend j'ai envie de dire d'une dizaine, voire d'une centaine de critères différents. Votre typologie d'entreprise, vos cibles, votre volume de trafic sur mobile, sur ordinateur, etc., etc. Donc, beaucoup de points, évidemment, à pondérer par rapport à ça. Mais dans l'idée, en optimisant votre bandeau cookie, vous pouvez aller récupérer jusqu'à 20% de données. Et au niveau de l'implémentation, vous pouvez aller récupérer, dans la théorie, jusqu'à 40% de données grâce à des technologies, comme dit, de tracking avancées. Donc, en bref, c'est quoi les technologies avancées? Pour ceux qui sont peut-être un peu moins techniques dans la salle, juste à main levée, est-ce qu'on a déjà entendu parler du server-side tracking?
OK, parfait. Donc, on a quelques aficionados. Mais grosso modo, comme Antoine l'a mentionné, environ plus ou moins 30% de la population canadienne qui utilise des adblockers, c'est quand même un gros chunk. Puis on a des solutions pour essayer de retrouver cette dite donnée-là. Concrètement, qu'est-ce que c'est le server-side? C'est dur à décrire de façon non technique, on va dire, mais c'est un mélange d'architecture, donc les choix technologiques qu'on va faire, donc comment est-ce qu'on orchestre notre environnement technologique, mais c'est aussi un mélange de processus. Donc concrètement, le server-side, c'est une façon de charger la technologie du côté serveur et non du côté client. Donc, par côté client, je veux dire du côté du navigateur, de l'utilisateur. Mais ça implique, par exemple, d'avoir quelqu'un qui est capable de regarder les logs pour être sûr qu'il n'y ait pas de pépins. Mais ça a quand même plusieurs avantages. Absolument, absolument. Donc, comme le disait très justement Maxime, avant de vraiment basculer sur les gros avantages clés, l'idée c'est vraiment que le server-side vient. Enfin, finalement, si on résume déjà le tracking aujourd'hui classique, comment ça fonctionne, vous avez votre site web qui va charger un outil, très souvent Google Tag Manager, qui est donc un gestionnaire de balises, qui est un gestionnaire de suivi en fait, dans lequel on va pouvoir venir déclencher des suivis en fonction de certaines interactions, un achat, un formulaire de contact, une newsletter, une infolette qui a été remplie, etc. Et de ça, on va pouvoir, en fonction de cette interaction, envoyer de la data à GA4, à Google Ads, à Meta, etc. Et le server-side, en fait, c'est une technologie qui vient en complément de cela. L'idée, c'est que donc, votre site va toujours charger votre Google Tag Manager qu'on appelle client-side, server-side, client-side. Client-side, c'est sur votre navigateur. Donc les suivis, les interactions vont être déclenchées. La personne effectue un achat, on déclenche l'information. Par contre, cette information, au lieu d'être traitée et au lieu que le signal soit envoyé, par exemple, à Google Ads en direct depuis votre navigateur, ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer ce signal à notre serveur, qui lui va traiter cette donnée et ensuite l'envoyer à Google Ads. Et donc l'idée, comme je viens de le décrire, déjà, il y a une notion de performance qui est directe, puisque forcément les suivis ne sont plus tous réalisés dans le navigateur. Donc du point de vue internaute, c'est un temps de chargement moins lent du site web, aussi bien au début, donc via la CMP aussi, mais tout simplement au fur et à mesure du parcours de l'internaute. Exemple, quand un achat est fait sur le site, il y a des sites où parfois on envoie, je sais pas, 10, 15 signaux différents à différentes plateformes. Donc rendez-vous compte du temps potentiel qui est perdu au niveau de la page de remerciement, de la confirmation d'achat, etc. Versus dans un contexte server-side où on va avoir une seule balise qui va générer une interaction. On va envoyer ça au serveur et c'est lui qui va gérer ça de son côté, mais ce ne sera plus sur le navigateur de l'internaute. Donc en termes de performance, donc je suis déjà un peu avancé dans le graphique, mais c'est donc forcément moins de chargement sur le navigateur, donc un temps de chargement moins élevé, une navigation plus fluide pour vos internautes. Si je reviens un petit peu au début, on a également le sujet central, c'est moins de blocage, puisque le server-side, donc le serveur, donc on a compris, vous faites du tracking, du suivi sur un serveur dédié. Ce serveur-là peut être installé sur votre sous-domaine, par exemple. Je prends par exemple digitat.ca, donc notre site web, c'est notre nom de domaine. On pourrait très bien installer un outil de suivi qui est donc notre server-side, notre GTM server-side, sur par exemple tracking.digitat.ca. Et le fait d'installer ce serveur, c'est que donc, dès qu'il y a une interaction sur digitat.ca, on envoie le signal à notre sous-domaine, qui donc lui est un serveur, va gérer la donnée et l'envoyer aux plateformes. Et donc faire ça, ça veut dire qu'on est aussi en train de charger notre outil de suivi à travers notre propre domaine. Et donc ça, du point de vue AdBlock, du point de vue bloqueur de publicité, c'est génial, parce qu'en fait, eux, comment est-ce qu'ils bloquent vos suivis aujourd'hui? Ils ont une liste de milliers de patterns, de chemins de blocage potentiels, qui sont finalement les noms de domaine de Google Ads, de GA4, de Meta, etc. Et donc, en passant l'ensemble de ces suivis côté serveur, vous allez déjà enlever l'ensemble de ces appels-là depuis votre navigateur. Donc déjà, les adblockers ne verront pas que vous chargez votre Google Tag Manager. Donc je vous arrête tout de suite, c'est totalement conforme, puisqu'on conserve la conformité des internautes pour déclencher ce server-side. Par contre, une fois qu'on a collecté la conformité, on s'assure en toute légitimité de collecter la donnée associée, puisque donc on passe côté serveur et on vient finalement contourner de manière, comme dit, compliant, les bloqueurs de publicité. On a aussi un contrôle de la donnée qui est fortement amélioré, puisque on vient collecter cette donnée sur notre serveur à nous. Donc la donnée, elle devient ce qu'on appelle propriétaire, elle devient en first party, elle passe en first party. Et donc, cette donnée, elle nous est propre, elle est hébergée chez nous. Et donc, on va pouvoir ensuite l'exploiter à des fins d'enrichissement de nos suivis, à des fins de meilleure gestion aussi de ce qui est envoyé aux plateformes, de savoir concrètement, à la fin de la journée, quelles données Meta a reçues de ma part. Et donc, on va aussi pouvoir, comme je le disais avant, enrichir ces suivis-là, par exemple en envoyant des informations que vous souhaitez garder confidentielles, comme des marges de vos produits, comme des informations liées à vos clients. C'est des choses que vous avez déjà de votre bord.
et des choses que vous allez pouvoir enrichir au niveau de ces envois de signaux aux plateformes, puisque ces informations, elles sont stockées chez vous, et vous allez pouvoir enrichir les premiers signaux qui viennent de votre navigateur, vous allez ajouter vos marges et renvoyer ça à vos outils. Donc concrètement, c'est une meilleure performance aussi en boolean, puisque vos outils vont recevoir de meilleures données pour optimiser davantage vos campagnes. Et enfin, le dernier point qui est quand même central ici, c'est la sécurité et la conformité. On passe le tracking côté serveur, donc les données sont stockées chez nous, c'est nous désormais qui envoyons des données aux plateformes, versus aujourd'hui où c'est les plateformes qui prennent chez nous, quand vous mettez les fameux pixels méta, ce genre de choses, vous autorisez en fait Meta à venir chez vous, piocher de la donnée et repartir avec. Donc évidemment, c'est dans la théorie pour vous, pour votre bien-être et le bien-être de vos campagnes, en termes de ciblage, etc. Mais l'idée, c'est aussi que vous n'avez pas forcément de visibilité complète sur ce qui est envoyé, versus dans une méthode où c'est vous qui envoyez la donnée, vous ne sélectionnez que ce qui est pertinent, et vous envoyez que ces données-là aux plateformes. Donc en termes de conformité, c'est aussi un élément central, et c'est pour ça qu'on voulait vous en parler aujourd'hui sur le sujet de la loi 25 également. Et donc le dernier point ici sur le sujet server-side, c'est qu'on a également pu faire un cas d'étude au niveau de Digitad, et ça fait un peu écho au sujet de la marge, du profit dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, ce cas d'étude, il est pour un site qui fait du comparatif de services financiers. Donc, concrètement, ça va être le site qui va vous permettre de choisir le meilleur placement boursier sur le meilleur broker, par exemple, afin d'avoir les frais minimums, la rentabilité maximum, etc. Et donc, les besoins... Donc, rapidement, eux, leur modèle d'affaires, en fait, c'est de l'affiliation. C'est-à-dire qu'en gros, ils proposent ces différents brokers, ces différentes solutions financières pour investir. Et ils renvoient tout simplement vers la solution pour que vous preniez tout simplement un abonnement avec eux. C'est un équivalent à Milesopedia, etc. Et donc, ces revenus d'affiliation, c'est des revenus qui sont inégaux en fonction des plateformes. Toutes les plateformes ne vont pas rémunérer notre client de la même manière. Et donc, au début, nous, le suivi des performances qu'on faisait, c'est donc quand la personne arrivait sur le site, elle naviguait, elle cliquait sur un lien d'affilié, donc elle générait une conversion. On avait l'information qu'il y avait eu un clic vers un partenaire. Par contre, on n'avait aucune idée du profit qui est généré là-dessus. Donc nous, on avait une notion globale parce que le client nous communique aussi ces informations en interne. Donc on pouvait estimer et ajuster nos signaux et nos campagnes, mais on n'avait pas la vraie valeur concrète au niveau des outils pour aller vraiment tirer le levier au maximum. Et donc ce qu'on a fait, c'est que via le GTM server-side, via la technologie server-side, on a pu, comme je disais avant, implémenter ces marges, ces profits d'affiliation en faisant matcher une URL cliquée à un profit. Et ça, c'est des données que le client avait déjà. Et donc nous, on est juste venu traduire ça de manière technique pour s'assurer demain qu'en fait, l'information qui est envoyée à Google Ads, en l'occurrence ici, c'est plus juste un clic vers un partenaire, c'est un clic dont la valeur est X. Et donc demain, au bout de donc au bout d'une certaine période de temps, on est en capacité de savoir exactement la valeur donc, de ces clics-là et d'optimiser au maximum l'algorithme et de focus nos actions sur les clics qui génèrent le plus de retours sur investissement. Donc ça, c'est vraiment un des axes. Donc c'est pas forcément le use case le plus générique, c'est quelque chose d'assez, j'ai envie de dire, d'assez granulaire déjà, mais je pense que c'est un bon cas d'étude pour vous donner un peu des idées, si vous êtes e-commerçant ou autre, de la possibilité qui est possible, en fait, enfin des éléments qui sont rendus possibles grâce au server-side. Oui, quand on est les bloqueurs de publicité, mais aussi aller beaucoup plus loin en termes de pertinence de vos données et finalement de ROAS ou de baisse du CPA aussi par rapport à ça. Et je vais laisser Maxime conclure là-dessus. Donc, en bref, 3 raisons de mettre en place une CMP, le pourquoi, le comment, on a quand même pas mal couvert aujourd'hui. Donc, pour faire un résumé, on a tout ce qui va être la fatigue de consentement, éviter de sursolliciter l'utilisateur, comme on l'a mentionné. Au niveau du server-side, évidemment, tout ce qui va être charger la CMP du côté serveur, ça va aussi éviter qu'on ait l'adblocker qui bloque la CMP, donc qui bloque l'environnement de consentement. Et puis, évidemment, il y a la propriété puis la collecte des données first party, comme on l'a mentionné avec Antoine, l'enrichissement de la donnée pour les services tiers quand on décide qu'est-ce qui s'en va vers les services tiers. Un peu plus facile de justifier. Je vous invite, si jamais vous avez entendu parler de Home Depot, qui a été soumis à un interrogatoire du gouvernement canadien. Bref, certains utilisateurs avaient des comportements d'achat, donc tout leur panier d'achat qui est envoyé vers Facebook. Donc un cas d'école assez intéressant. Puis, pour finir, dans les bonnes pratiques,
Au niveau du server-side, je pense qu'Antoine l'a mentionné pas mal dans son cas, mais il faut un schéma de données clair, parce qu'on s'entend que pour chaque tag, ça peut devenir quand même un bordel si on n'a pas un diagramme d'architecture clair. Tout ce qui va être la journalisation, monitoring, comme je l'ai mentionné plus tôt, avoir quelqu'un qui est vraiment sur les logs, qui est capable de repérer, d'être proactif sur ce qui se passe. Puis, évidemment, il faut tester, il faut voir notre filtrage, notre routage, où est-ce que ça s'en va. En bref, si jamais vous voulez savoir où est-ce que vous positionnez par rapport à la 25, je vous invite à peut-être scanner le code QR. Ça vous envoie un rapport PDF qui vous dit est-ce que oui ou non, vous êtes conforme. Puis si vous avez des questions, on reste disponible à votre disposition pour répondre à ça. Acceptio.